Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Cette semaine, on parle de règlement de succession et je reçois Maître Christiane Vincent, notaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Maître Vincent, bonjour et bienvenue. Merci. J'allais dire notaire, parce que souvent les gens vous appellent notaire quand ils vous parlent. Alors, pour ceux qui, peut-être que je pense que vous le savez, mais les téléspectateurs ne le savent pas, mais au début de ma carrière, j'étais notaire. Oui. Et j'avais cru remarquer que quand on parle de testament et de règlement de succession, ça inquiète les gens. Bien, règlement de succession, c'est fait. La personne est partie. Peut-être que des gens aujourd'hui, de façon préventive, aujourd'hui, on va peut-être aborder des sujets, on va voir comment vous allez nous expliquer ça, mais les gens, quand on pense, c'est encore comme ça, quand les gens vont vous voir pour un testament, ils ont toujours une espèce de crainte de parler de la mort, puis il y a une certaine planification à faire pour en arriver à un règlement facile ou plus sain. Effectivement, mais je dirais que ça dépend des gens. Ça dépend aussi... et c'est ce qu'on se plaît à dire souvent, faire un testament, ça ne fait pas mourir. Malgré tout, il y a 50 de la population qui n'ont malheureusement pas fait de testament. Et si, évidemment, faire un testament, c'est pas pour nous qu'on le fait, hein, c'est pour ceux qui restent. Exact. Et c'est très apprécié, évidemment, surtout si on veut que nos volontés soient respectées. À défaut de faire un testament, c'est les règles du Code civil. Et c'est pas nécessairement ce qu'on aurait souhaité. Et aujourd'hui, vous voulez aborder quel volet du règlement de succession? Avec testament ou sans testament? Comment vous voulez... Je pense qu'on peut le voir parallèlement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont qu'on ait ou non un testament. Il y a des particularités, évidemment, quand il n'y a pas de testament. Mais le règlement de succession demeure un règlement de succession qu'il y ait ou non un testament. Bon. Alors aujourd'hui, on va dire, je suis votre client, là, je vous appelle, mes parents sont décédés tous les deux d'un accident de voiture. Je pense qu'ils ont fait un testament, mais je ne suis pas certain. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vous appelle, puis là, je veux un rendez-vous. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez procéder? Quelles sont les étapes que vous allez suivre? Parce qu'en passant, là, vous êtes spécialisé. Je comprends que les notaires ont cet attribut là, de faire des règlements de succession, des ventes, etc. Je pense que votre champ de pratique, vous, est pas mal spécialisé en règlement de succession. Depuis quelques années, j'ai laissé le domaine immobilier, que beaucoup de notaires pratiquent, là, et je me suis spécialisée dans les règlements de succession. Alors, c'est pas nouveau si quelqu'un arrive à votre bureau et vous dit, là, je sais pas par où commencer, qu'est-ce que je fais? C'est mon quotidien. En fait, ça peut sembler... Bien, évidemment, la personne qui nous contacte, les gens ont besoin d'avoir une première entrevue assez rapidement parce qu'évidemment, c'est parfois un décès qui était prévisible, mais parfois, c'est pas le cas du tout et on ne sait pas par où prendre ça, justement, un cas d'accident, on ne sait même pas s'il y a un testament. Première chose, évidemment, quand je rencontre les clients, c'est de un peu leur donner l'idée de à quoi ressemble tout le cheminement d'un règlement de succession. Et il faut, premièrement, savoir que chaque cas est totalement différent. Les gens ont tendance à penser que régler une succession, ça se fait de la même façon, peu importe... Il y a un mode d'emploi, là, on suit ABC, oui, DE. c'est pas une recette qui est... Mais la toute première chose, évidemment, il faut que nous, on s'assure qu'il y a effectivement un décès. Ça prend un mort pour régler une succession. Alors, évidemment, ça nous prend certains documents. Notamment, ça peut sembler, mais il faut, à prime abord, mais surtout, la première chose, c'est qu'on va faire une recherche testamentaire. Bon. Parfois, les gens nous arrivent, ils ont déjà trouvé un document, ils ont un testament, mais ça ne prouve pas que c'est le dernier testament. Fait que ça, c'est vraiment l'étape au départ. Parce que du testament va découler, s'il y a des dispositions testamentaires, c'est ça qui va être notre... Oui, parce que, disons-là, des gens qui auraient vécu... Moi, je vous donne un exemple. J'ai vécu à Québec il y a 35 ans. Je peux avoir fait un testament qui n'a pas été modifié depuis et qui serait à Québec. Donc, si je suis à Saint-Jean, vous allez faire une recherche, savoir est-ce que votre père avait un testament, puis vous pourriez dire, oui, tiens, il y en a un au registre qui a été fait il y a 35 ans à l'extérieur, chez un notaire à Québec. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche testamentaire, au départ, va nous démontrer s'il y a un testament. C'est une recherche qui est faite auprès de la Chambre des notaires
et au barreau du Québec. Depuis quelques années, on a l'obligation de le faire aux deux endroits. Si un testament qui a été fait chez un notaire, il va apparaître et ça date depuis seulement, les registres datent de la Chambre des notaires depuis 1961. Alors, si le testament qui a été fait date d'avant, 61, chez un notaire, ça peut avoir été fait chez un notaire, mais il n'apparaît pas dans les registres. Mais on s'entend que la plupart des testaments aujourd'hui, mais si on ne retrouve rien, puis que les personnes sont plutôt âgées, puis ils pourraient avoir fait quelque chose avant 61, là, on va peut-être être obligé d'aller rechercher dans des bureaux de notaires. Mais à prime abord, c'est un registre centralisé. C'est pour ça que tous les notaires au Québec envoient à tous les 15 jours une liste des testaments qu'ils ont reçus. La même chose pour le barreau. Mais il ne faut pas oublier que si jamais on ne retrouve aucune... ou même si on trouve un testament dans les registres en question, il y a 3 formes de testament qui sont... il y a le testament notarié, il y a le testament devant témoin et il y a le testament holographe. Et quel est celui qui compte? C'est le dernier qui a été rédigé. Alors, quand même vous auriez fait un testament en 1978, mais que vous en avez fait un à la main, écrit, et qu'il a une valeur, parce qu'évidemment, c'est une des choses qu'on va vérifier, qui respecte les règles du Code, qui le rendent valable, bien, c'est ce testament-là qu'on va mettre en application. Qu'on a vu avec Maître Claudine Monette, là. Puis, fait que prenons pour acquis. Bien, vous voulez travailler avec quoi, là? En tout cas, on a un testament. Je vous laisse, laisse continuer. Alors, les clients sont devant moi. Non. On a fait, évidemment, à la première rencontre, on va surtout avoir, comme je vous dis, regardé, pris un peu les informations aussi parce que une succession, on sait, la personne qui décède, les héritiers, ses légataires, à part les légataires particuliers qui ont un traitement différent, mais il faut comprendre, ça, c'est aussi très important, qu'on n'hérite pas juste des actifs, on hérite aussi des dettes de la personne. Et ça, c'est très important de garder en tête qu'il faut faire attention de porter certains gestes. Alors, mon client, une des premières choses, je vais lui dire, bien, on va faire un petit bilan de ce qu'il sait. Parfois, il n'a pas tellement de connaissance des actifs. Ça peut être une personne qui n'est pas si proche de lui, ou parfois, c'est carrément le conjoint. Alors, il a une très bonne idée. Fait que ça, rapidement, à la première rencontre, on va faire un petit portrait. Déjà, ça peut nous donner une bonne idée si on est en train de se diriger vers un cas de succession qui pourrait potentiellement être déficitaire ou dans lequel il y a tellement de doutes. Alors ça, c'est un aspect très important aussi. Mais il faut savoir qu'à la première rencontre, je ne sais toujours pas si c'est le dernier testament. Est-ce qu'on me pose souvent la question... je connais la réponse, mais on me pose souvent la question... je m'excuse de dire que je connais la réponse, mais ce qui m'étonne, c'est qu'on me pose encore de nos jours la question. La lecture, la fameuse lecture du testament que l'on voit dans les films. Là. Ouais. Les gens sont tous assis, le notaire très digne, lit le testament. Est-ce que ça se fait encore? Oui. Ah oui? Bon. Bien, et je l'encourage, mais pas dans tous les cas. Faut dire que c'est pas quelque chose qu'on fait systématiquement. Évidemment, si j'ai le cas d'un couple et qui monsieur décède, madame hérite de tout, je ne ferai pas une lecture, elle est la seule et unique héritière. Mais dans les cas où j'ai plusieurs héritiers, avec les années, j'ai réalisé que ça... En fait, on va attendre d'avoir la recherche. On va s'assurer à ce moment-là, dans la mesure... Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est le liquidateur, en bout de ligne, qui nous donne un mandat. Hein? Alors, la personne qui nous mandate, si elle accepte, évidemment, et on l'encourage quand il y a plusieurs héritiers, parce qu'à ce moment-là, tout le monde a connaissance de ce qu'il y a dans le testament. Ils sont à l'aise de poser des questions. Moi, je suis une partie neutre. Je ne suis pas le liquidateur qui, dans certains cas, n'a jamais eu d'expérience de liquidation, n'a aucune idée des étapes, aucune idée des délais. Alors, ça peut être aussi l'occasion pour les héritiers de poser des questions. Oui, et je l'encourage. Mais ce qui fait en sorte, parce que, évidemment, à mon niveau, puis malheureusement, j'en ai fréquemment, c'est des cas de contestation de succession. Et comme je dis souvent, pas à la blague, si vous voulez savoir si votre famille est unie, attendez l'ouverture de la succession de vos parents. Là, on va identifier qui parle à qui ne veut pas parler. Peut-être que le fait d'aller à une lecture fait en sorte que tout le monde est au courant, parce que souvent, ce qui se produit, c'est que la personne qui est peut-être la liquidatrice, ce qu'on appelait avant l'exécuteur testamentaire. Hein, exact. Bon. n'a pas donné toute l'info, etc., pour toutes sortes de bonnes ou mauvaises raisons. Puis là, ça se met à déraper, ça atterrit dans nos bureaux, les avocats. On n'a pas besoin de faire de problème. Les gens réussissent très bien à chicaner, surtout dans les affaires de succession. C'est connu, ça, à la Cour. Guerre de succession, c'est quelque chose souvent de difficile. Alors, l'importance peut-être de consulter, de poser des questions, puis d'éviter des accrochages? Bien, je serais tentée de dire que moi, une des règles d'or dans le règlement de succession, je dis tout le temps aux liquidateurs, c'est la transparence. Si on a justement fait la lecture,
Après ça, la prochaine étape, là, ça va être de faire l'inventaire de la succession. Encore une fois, il faut voir, chaque cas est différent. Mais si on a une succession, encore une fois, si on veut être assuré, premièrement, s'il y a plusieurs héritiers, ne serait-ce que pour justement donner le portrait juste à tous les héritiers, mais plus que ça, c'est que si je ne fais pas d'inventaire de succession et qu'il s'avère qu'il y a des dettes qu'on ignorait, bien, les héritiers vont être tenus au paiement des dettes, pas seulement jusqu'à concurrence de ce qu'ils reçoivent, mais au-delà de ce qu'ils reçoivent. C'est important. Alors, l'inventaire, c'est primordial. Et là, quand on remet une copie d'inventaire, encore là, c'est la transparence. Tout le monde est au courant. Et j'ai eu exactement la situation. Un jour, une dame est arrivée, puis en fait, la succession était ouverte depuis plusieurs mois. Et le seul problème, c'est qu'elle n'avait aucune information. Et de là, elle s'est dit, ah, il y a anguille sous roche, puis les gens vont penser qu'il y a un problème. Et dans le fond, on a pris contact. J'ai dit, écoutez, on va commencer par contacter le notaire qui était mandaté. Ils attendaient simplement les certificats pour distribuer. Mais c'est ça. La transparence est communiquée. Mais évidemment, encore une fois, c'est là la lecture est intéressante. C'est que s'il y a plusieurs héritiers, imaginez-vous, souvent, le liquidateur, pour lui, je dis souvent, quand vous êtes nommé liquidateur, c'est énormément d'investissement de temps. Évidemment, ça dépend de la succession. S'il y a uniquement un compte bancaire avec un peu de liquidité, on ne parle pas de la même chose. Mais s'il y a des immeubles, le moindrement des actifs, le liquidateur a beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est là où notre terre, dans le fond, on est des accompagnateurs. Ça va dépendre du cas où les gens ont soit beaucoup d'expérience, qui ont déjà réglé une succession, mais encore une fois, il n'y a pas de... il n'y a pas de règlement identique. Alors, il faut voir le cas par cas. Et encore là, je revenais à l'inventaire. C'est primordial de savoir c'est quoi le portrait et il faut le transmettre. Je ne fais pas de corporatisme là, en disant, mais souvent, les cas qui se présentent à moi, là, aux avocats, là, justement, ça vient du fait que bon, bien, la personne, le liquidateur, liquidatrice, il n'y a pas nécessairement beaucoup de biens. Il y avait une maison, 2, 3 comptes de banque, une assurance. Ils ont dit, c'est facile, on va régler ça. Là, il y a un investissement à temps. Il y a à gérer potentiellement l'insatisfaction de un ou une des héritiers, héritières. Et il y a des règles quand même. Là. Il y a la question de fiscalité, l'impôt, la publication. Combien de fois j'ai vu des bilans, des inventaires de succession qui n'ont pas été publiés, etc. Donc, il y a toutes sortes de petites règles. Oui, on peut le faire, mais si ça vous tente de mettre votre responsabilité au bâton puis d'avoir d'autres problèmes, sinon, au minimum, consulter des notaires ou des professionnels. Bien, en fait, c'est ça. Je pense que c'est la première. Parce qu'effectivement, il faut être transparent puis il ne faut pas s'improviser. Il y a beaucoup de règles. Dans certains cas, on doit ou non les appliquer selon, encore une fois, la succession, mais ne serait-ce effectivement, quand on fait l'inventaire, ce n'est pas tout de faire l'inventaire, c'est de publier les avis dans le journal local, de publier un avis dans les registres. Quelqu'un qui n'est pas familier ne sait pas. Même parfois, j'ai des clients qui font affaire avec d'autres professionnels dans d'autres champs qui sont et qui ne sont pas au courant. Exemple, il faut, une fois qu'on a un testament, en général, il y a une clause qui dit que les biens qui sont légués aux héritiers sont légués de façon à être protégés par la clause d'insaisissabilité. L'insaisissabilité veut dire que les héritiers, ce qu'ils reçoivent, si eux-mêmes ont des créanciers, ça ne sera pas saisissable. Mais ça ne sera valable que si on a publié les avis requis. Alors, c'est ce genre d'erreurs qui peuvent effectivement avoir un impact, puis que les liquidateurs. Mais si on continue, dans le fond, quand on disait tantôt, on a notre inventaire, mais évidemment, on va avoir aussi éventuellement à réaliser les actifs, à vendre les immeubles, à liquider les biens. Oui. Non, mais j'allais vous dire, évidemment, ça a bien changé quand j'ai... Aujourd'hui, les gens, en tout cas, beaucoup de gens ont des immeubles, ont pris beaucoup de valeur, ce qui fait que, contrairement il y a peut-être 40-50 ans, où il y avait beaucoup de locataires, c'était des plus petites successions à part les bourgeois. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec la classe moyenne, avec des successions de 500 000 à 1 million de dollars, assurance, valeur de l'immeuble, le chalet. Donc, on ne parle pas d'arachide, là. Puis il y a un impact. Et ce que vous venez d'aborder, effectivement, on n'y pense pas. C'est le fait que, un simple défaut qui peut apparaître technique de ne pas publier l'inventaire fait en sorte que tu perds la protection que la loi t'accordait de ne pas te faire saisir tes biens. Exact. Ça peut avoir un impact considérable. Exact. Donc, tout ça, c'est pour ça que je disais plutôt, je ne fais pas du corporatisme, mais je pense que quand tu es malade, tu vas voir un médecin. Quand tu as un décès, peut-être
des notaires ou des avocats qui sont spécialisés dans le règlement de succession. Et j'ai envie d'ajouter aussi, Maître Hébert, pour l'inventaire, qu'il aussi, il faut tenir compte qu'il y a des délais. Dans beaucoup des formalités, Oui. c'est pas tout de se rendre compte qu'on ne l'a pas fait. Dans certains cas, il y a des délais. Exemple, si les gens étaient mariés, exemple en communauté de biens, dépendant de la façon qu'ils ont légué leurs biens, dans certains cas, on peut avoir un avantage, exemple, renoncer à la communauté de biens qui peut être désavantageuse pour nous. On a un délai pour faire ces choses-là. Bon. La même chose pour renoncer au patrimoine familial. Je ne veux pas rentrer dans le familial, dans tout le technique, mais retenir qu'il y a des délais. Alors, des fois, les gens retardent. Une autre chose aussi, c'est pas tout de dire, en fait, une personne qui était, exemple, qu'on connaît, c'est notre père ou notre mère, mais on n'a plus de relation, ça fait quelques années, on apprend qu'il est décédé, on n'était pas en bons termes, mais s'il n'a pas fait de testament et que c'est les règles du Code civil, c'est la personne elle-même qui peut être peut-être héritière d'une succession qui pourrait être déficitaire. À un moment donné, il faut bouger. Bon. Il faut bouger parce qu'on a un certain temps pour renoncer à une succession. Bon. À partir du moment où on a fait ça, là, je suis allé vous consulter, vous avez fait la recherche, le dernier testament, par hasard, c'est vous qui l'aviez fait il y a quelques années, peu importe, ou c'est un autre bureau, vous allez demander une copie, vous allez informer le confrère, le liquidateur se présente, vous avez expliqué, tout le monde a l'info. On vient de faire le tour de ce qu'on vient d'énoncer. Comment ça procède par la suite? C'est long, à quoi on peut penser en termes de délai? Évidemment, c'est un immeuble à vendre, il faut le vendre. Là, mais bon. C'est ça. Mais en fait, c'est un très bon point parce que souvent, à prime abord, il faut faire l'inventaire avant de commencer à liquider. Tant qu'on n'a pas fait l'inventaire, ça serait si on commence à liquider, on pourrait vendre à la limite un actif, mais il faut conserver. On ne peut pas rien distribuer tant qu'on n'a pas fait l'inventaire. L'autre étape, ça va être évidemment de produire des impôts et obtenir certains certificats ou autorisations. Là encore, je veux pas que ça peut être un peu technique, là, mais tant qu'on n'a pas obtenu certains documents, il faut éviter de distribuer des biens. Mais une fois qu'effectivement on a obtenu les autorisations, il faudra éventuellement vendre les immeubles ou parfois certains héritiers souhaitent garder certains des actifs qui sont dans la succession. Il va y avoir un partage qui peut être aussi éventuellement fait. Ça aussi, ça fait souvent des étincelles parce que là, il y a plusieurs personnes qui veulent garder la maison familiale ou il y a un attachement quelconque. Alors, comment on procède si on tirage au sort? Il peut y avoir différentes façons de procéder. Et parfois, le testament renferme certaines clauses qui nous permettent, c'est là où ce qu'on dit, la rédaction du testament, c'est déjà une étape cruciale. Hein? C'est là que beaucoup de choses peuvent... Et si on sait déjà parmi nos enfants, parmi nos proches, qu'il y en a plusieurs qui pourraient être intéressés, on peut déjà avoir établi des choses. Sinon, il ne faut jamais oublier non plus que le liquidateur, en bout de ligne, si j'ai un ou plusieurs liquidateurs, c'est eux qui tranchent souvent. Alors, mais je voulais juste dire que dans le fond, eux vont vouloir aussi éviter... C'est pas parce qu'on est liquidateur que ça nous tu sais, je dis souvent, ça peut être bon quand même, si on est en famille, par exemple, de prendre quand même le pouls. Mais si on n'arrive pas à s'entendre, ça peut être le liquidateur qui va trancher. Ça peut prendre différentes formes. Et ça, peut-être aujourd'hui un peu moins, mais je me souviens au début de ma pratique, les gens qui étaient nommés exécuteurs dans le temps, souvent je disais, non, mais vous n'êtes pas devenu soudainement le roi là, ou la reine du royaume, puis vous faites ce que vous voulez. C'est peut-être plus indiqué de donner de l'information, ce qui évite... Est-ce que ça fait du sens, ce que je vous dis, de l'énoncer, de dire peut-être que le fait d'informer les gens quand même qu'on l'aime plus ou qu'on l'aime pas, notre frère ou notre sœur ou notre belle-sœur, donner de l'information va éviter des accrochages plus tard. Et c'est là que j'ai envie de dire aussi que le notaire, on a un rôle important dans les règlements de succession parce qu'on est une partie neutre. On a ce côté médiateur, bien souvent. On vient de le dire. Les successions, il y a des enjeux de plus en plus importants. On parle et c'est sûr que plus il y aura des montants substantiels, plus il y a matière on ne chicanera pas longtemps quand il n'y a pas malgré que des fois, ça peut être surprenant. On peut chicaner sur un item très longtemps j'ai vu ça, moi. parce que, justement, il y a une valeur sentimentale. On tombe aussi dans quelque chose, il ne faut pas oublier, comme notaire, même à la première rencontre, souvent, les gens viennent de perdre un être qui leur est cher. Alors, c'est sûr qu'on est dans quelque chose de sensible. Il n'y a pas juste le monétaire, il n'y a pas juste le matériel, mais parfois... Dans ce genre de situation-là, c'est d'amener les gens à trouver un terrain d'entente parce que c'est pas à l'avantage de personne. Là, il y a une chose qui est assez fréquente, je pense, et qui pose problème.
quand il y a mésentente dans la famille ou quand il y a des biens de certaines valeurs. Je parle de certains bijoux, soit c'est une valeur sentimentale ou valeur monétaire. Quelle recommandation ou comment on va procéder là, pour... bon, ma grand-mère avait 6 manteaux de fourrure, des bijoux, puis là, là, souvent, on entend... Je ris pas parce que c'est drôle. Je ris parce que c'est triste. Les gens disent, le manteau de loup est disparu, c'est Christiane qui l'a pris, je suis sûr. Bon, ça crée des frictions. Est-ce qu'il y a une baguette magique? Ou qu'est-ce que vous suggérez aux gens là, quand on arrive? Est-ce que c'est le genre de questions que vous allez poser? J'ai 2 choses, en fait, qui viennent à l'esprit. Premièrement, s'il y a une personne en tête de voler un manteau, c'est pas une très bonne idée. Parce que saviez-vous qu'à partir du moment qu'on démontre que vous avez volé un des biens de la succession, vous vous disqualifiez comme héritier. On perd son héritage. Alors, disons, il faut le démontrer, évidemment. Ouais, là. j'ai pas vu Mais ça, c'est sûr que ça fait partie des... C'est pas juste dans le folklore, ça arrive, malheureusement. Non, j'aime ça, le Mais là, mot on a 2 folklore, aspects. On a l'aspect, Ouais. il y a des gens qui essaient de... Parce que c'est sûr, encore une fois, c'est le liquidateur qui, normalement, va avoir accès aux actifs. C'est lui qui doit faire l'inventaire. Alors, au départ, c'est d'autant plus important de faire un inventaire. Bon, je vous arrête parce que dans mon cas, j'apprends que papa et maman, ou maman est déjà décédé, papa est décédé samedi, bon, on a tout fait ça. Puis là, j'apprends que Marcel et Linda, là, des noms fictifs, sont allés à l'appartement, puis là, il y a des manteaux de fourrure qui ont disparu, je n'en ferai pas... Qu'est-ce que vous suggérez aux gens de ne pas aller... tu sais, d'éviter, si on est plusieurs dans la famille, d'aller là avec des témoins, de ne pas entrer, oui, se promener exactement. pour éviter ce genre de Exactement. disputes-là. Là. Parce que ça fait mal. C'est des disputes qui font mal. Exactement. Et qui peuvent coûter cher Exactement. émotivement puis financièrement. Exactement. Quand ça arrive parce que quand ça arrive chez nous, c'est trop tard. Là. Marcel et Linda sont allés, puis on soupçonne que... Exactement. Puis ces biens-là, justement, comment on fait... Pour les partager. pour les partager, là, Ça, parce que tantôt, que je vais- j'appellerais communément les cossins. La vaisselle, Ouais. pas les choses de valeur, là, mais comment on fait ça? Alors, encore une fois, à partir du moment où, parce qu'on ne peut pas faire ça tout de suite dès le départ, il faut avoir fait certaines formalités. Mais effectivement, l'idée qu'on disait tantôt, une des possibilités, c'est, puis souvent les familles, pour les petits objets ou les choses plus... vont procéder parfois par tirage au sort, mais évidemment, si tout le monde, évidemment, on va tenir compte des valeurs des actifs pour que ce soit Ouais, équitable pour on tout va le faire monde, des ou on va lots, faire là, des ouais. lots. Il y a différentes façons de procéder. Évidemment, dépendant des biens aussi. Et dépendant aussi si les gens, maintenant, on a de plus en plus des héritiers qui restent un peu partout sur la planète. Là, on n'a pas Ouais. tout le monde qui est à proximité. Ça prend une réunion de famille. Parfois, ça se fait même dans certains cas, j'ai eu des successions, ils prennent des photos, puis on envoie ça à tout le aujourd'hui, monde, on puis a chacun indique... FaceTime, Skype, je me prenais avec mon ordinateur, puis je dis, tiens, Christiane, voici Exact. la verrerie. Ah oui, Exact. je la veux. Bon, Exact. il y a toutes sortes de moyens de communiquer maintenant. Et il y là. a même maintenant, parce que justement, les gens sont, on l'a dit tantôt, régler une succession, c'est du temps, c'est de l'énergie. Quelqu'un qui décède une maison complète, là, c'est quelque chose Oui, à oui, évaluer. oui. Bien, il existe maintenant des firmes. Moi, j'ai eu un client qui, évidemment, on a fait appel à une firme qui maintenant se spécialise dans l'évaluation et dans certains cas, encore une fois, ça dépend aussi de la dynamique qu'il y a dans la famille, mais dans certains cas, il va être primordial d'avoir une évaluation de tous les biens. Évidemment, on ne compte pas nécessairement les couteaux, les fourchettes, mais encore là, ça dépend quel Ouais, genre ça de peut être- coutellerie ouais, c'est on ça, a. ça peut être un ensemble. Alors, on va avoir une évaluation qui peut être faite par une firme et qui peuvent même parfois aller jusqu'à faire la vente de ces biens-là. Alors, évidemment, Ouais, c'est que ça soulage il y a un des peu... frais, là, Oui, mais peut-être que ça peut éviter d'autres frais, des disputes, etc. exactement. Bon. On a fait ça. On a disposé, là. Finalement, on s'entend. Ça a été un petit peu difficile, mais moi, je viens vous voir. Puis je dis, bon, notaire, on a fait une rencontre en fin de semaine. On a fait le tour de la maison. Chacun a pris des choses. On est tous d'accord. Parce que ça... Aujourd'hui, les biens immobiliers, c'est quelquefois plus ou moins... Tu sais, même les antiquités perdent de la valeur maintenant. Là. Ça n'est plus comme c'était auparavant. Là. Alors, on a fait le tour. Il reste des choses. Bon, on va vendre la maison. Personne ne la veut. Est-ce qu'il y a des trucs particuliers? Par exemple, les immeubles, s'il y a un immeuble, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire par rapport à l'immeuble
qui fait en sorte que la succession peut le vendre? Comment vous allez procéder? Bon, premièrement, quand on a parlé des... Je veux juste revenir sur vendre partager les biens, et je l'avais mentionné tout à l'heure, là, je veux juste qu'on garde bien en tête, quand on dit on s'est entendu entre nous, c'est sûr qu'il faut que je tienne compte des valeurs, parce que ultimement, si j'ai, exemple, 5 héritiers qui héritent en part égale, bien, si Marcel n'a eu pour une valeur de 2 000 et l'autre n'a eu pour 10 000, il faudra que j'aille l'information. Bien oui, pour que les gens évaluent, là. Qu'on évalue la valeur des biens, parce qu'à la fin, évidemment, ce serait trop facile. Hein? Quelqu'un prend le plus d'items possible. Oui, Alors, évidemment, on va en tenir compte pour le partage final. Pour ce qui est de l'immeuble, à prime abord, j'ai envie de dire déjà d'emblée, vendre un immeuble, que ce soit le liquidateur, il représente, en fait, c'est la même chose que si c'était vous qui vendez. Il faut évidemment, dépendant dans des cas, parfois on peut faire affaire avec un courtier, mais on peut vendre directement. C'est un peu le même principe. Il y a une chose qui est bien très importante, par contre, c'est que généralement, si on vend l'immeuble, on ne peut pas être responsable et généralement, on ne donnera pas de garantie. De la même façon que si moi, je vends ma maison, je connais la maison, je connais évidemment, l'acheteur peut faire une inspection, mais généralement, la succession, on va recommander que ce ne soit pas vendu avec garantie au niveau des vices cachés ou ces choses-là. À moins qu'on connaisse bien la propriété. Puis, ça existe toujours, là, il y a un document juridique qui fait en sorte qu'on fait un lien entre la mort de Serge et les héritiers qui sont autorisés de vendre. Il y a un document qui est préparé par un notaire. Vous avez raison. Et c'est d'ailleurs parce que certaines étapes n'ont pas toujours besoin d'être notariées, mais effectivement, on appelle la déclaration de transmission d'immeuble. Tout à fait. Ce qui fait le lien là, entre pourquoi c'est moi qui vends. Exact. Si vous décédez, évidemment, on s'attend à voir Serge Hébert se présenter chez le notaire pour la vente. Si pas Serge Hébert, par exemple, c'est votre conjointe qui a hérité, bien évidemment, il faut que j'aille un document qui atteste qu'elle a hérité en vertu de... Et dans la déclaration, on va relater que c'est un testament, qu'il y a eu les recherches testamentaires qui confirment ce dernier testament et toutes les formalités qui doivent accompagner. Donc, pour les titres, plus tard, on va être sûr que personne ne bloquera les titres, comme on dit dans le langage. Exactement. Notaire, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Le temps passe vite en charmante compagnie. On poursuit la semaine prochaine avec le règlement de succession. Si vous êtes encore notre invité, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Donc, pour le moment, on fait une petite récapitulation. Les gens devraient aller consulter un professionnel. Il y a des étapes importantes à franchir. Si on ne les franchit pas, ça peut avoir un impact considérable pour l'avenir. Alors, je vous remercie. On se revoit la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, revenez-nous la semaine prochaine et on poursuit avec Maître Christiane Vincent.